Parfait, on va y aller. Merci Adrien d'être présent aujourd'hui. Adrien qui est staff engineer chez Connect et qui va nous présenter une solution miracle sur Flutter pour bypass les délais de validation des stores. C'est ça? Exactement. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bienvenue à MIME. Je commence tout de suite. On est qu'entre développeurs mobiles ici. On sait ce qui peut arriver en production si on casse par exemple une rétrocompatibilité, si on ne fait pas de code, il n'y a pas de bug évidemment. Et en tant que développeur mobile, on a des soucis que les devs back-end n'ont pas. Par exemple, on attend les revues des stores. Si on a un reviewer un peu zélé, ça peut durer quelques jours. Et on peut se faire refuser en plus pour des raisons pas toujours très claires. Et en plus, quand on patch, si on est un peu pressé, on est un peu stressé parce que nos utilisateurs ne peuvent pas utiliser notre appli, et on doit attendre qu'ils installent le fameux patch ou leur forcer la main. Alors, pourquoi Shorebird? Alors, si vous regardez les top issues sur le GitHub de Flutter, c'est une des premières où les gens demandent du code push, du hot update en production. Donc finalement, ça répond à un besoin, mais l'équipe Flutter n'a pas forcément prévu de le traiter à court terme, parce que ce n'est pas dans leur roadmap, ce n'est pas dans leur vision de proposer du batching. Le code push, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est du déploiement OTA, over the air. Et donc l'objectif, c'est d'envoyer des morceaux de code dans les applis à vos utilisateurs, mais sans passer par les stores. En fait. Donc historiquement, il y a Microsoft qui a pas mal développé ça avec React Native. Après, c'est un concept qui existe depuis longtemps. Et donc l'objectif, c'est d'atteindre vos utilisateurs plus rapidement sans passer par les stores. Chez Connect, nous, on regarde ça parce qu'on est en réflexion sur de l'amélioration continue sur notre façon de faire nos mises en production, de patcher, de maintenir notre application. Et donc c'est quelque chose qu'on regarde de près et qu'on teste pas mal. Il y a une super équipe Shorebird, je vous laisse aller voir leur blog, il est très complet, il y a une super doc. Et il y a beaucoup de personnes de talent, notamment je pense que tout le monde connaît Eric et Félix si vous faites un peu de Flutter. Et Félix a d'ailleurs un super talk Shorebird qu'il a fait il n'y a pas très longtemps à Flutter and Friends, il me semble. Voilà. Donc je vous invite à le regarder, il parle très bien lui aussi de son outil. Moi je vais avoir une approche aujourd'hui plus industrielle côté grosse appli comme SNCF Connect, comment on pourrait l'utiliser, comment ça se comporte en production. Donc Shorebird, c'est du code push, c'est open source, c'est un fork de Flutter, c'était à la base que pour Android, maintenant il y a de l'iOS, ça fait du patch Dart, ça fait plein de choses. Je vais vous expliquer un peu dans le détail ce que ça fait. Donc le concept technique, c'est donc en fait une compilation custom de votre appli Flutter. Donc c'est vraiment un fork de Flutter. Et donc au démarrage, ça va vérifier avec un petit client Rust si vous avez sur le serveur Shorebird un patch disponible. Si oui, ça va le télécharger en tâche de fond. Et au prochain démarrage, vous allez booter sur une version différente de votre bundle Dart d'origine. Je vais rentrer un peu dans le détail sur comment ça marche, cette histoire-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que si votre patch n'est pas bon, ça reboot, ça reprend votre bundle Dart de base. Sinon, voilà, vos utilisateurs sont patchés et vous êtes heureux, les bugs sont corrigés. Est-ce que c'est compliant avec les guidelines des Play Store? Question très importante, parce que si ça ne l'est pas, vous serez refusé malgré tout à la revue avant de faire vos patchs. Et le mot-clé dans les guidelines de Play Store, c'est interpreted. Donc, toute la clé de ce système, le fait que ça puisse exister, c'est qu'il faut que le code soit interprété. C'est pour ça que j'ai mis « ça dépend ». Ça respecte, ça dépend. Sur le papier, ça respecte. Et donc il faut quand même faire attention parce que Apple notamment, ils peuvent être un peu tatillons, donc ils font énormément de revues tous les ans.
Mais parfois, voilà, ils peuvent bloquer un peu ce genre de système parce que ça leur plaît pas trop. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est de la qualité sur leur store. Ils veulent pas prendre le risque que des gens poussent des choses qu'ils n'ont pas revues de leur côté, comme ce système les bypass. Mais à la base, Flutter, c'est pas du code compilé. Donc comment ils ont fait en fait pour respecter les guidelines? Parce que, donc il y a un mode JIT sur Dart, il y a un mode AOT. Donc quand on est en debug, on est bien en interprété, mais quand on est en production, on n'est pas en mode interprété. Donc c'est là où la team est quand même assez balèze. En même temps, ça fait partie, quelques-uns font partie des ingénieurs qui ont créé Flutter, donc c'est pas un hasard non plus. En fait, pour respecter donc les Apple Developers Agreement, ils ont créé un interpréteur spécial de Dart qui est inclus dans Shorebird, qui interprète donc en AOT du code qui ressemble à la version compilée, mais pas tout à fait, donc, qui est une version interprétable de la version compilée. Et donc c'est plus lent à interpréter. Mais comme en fait le système n'interprète que le delta de code que vous avez modifié, finalement le ressenti est pratiquement de 0 sur les lenteurs. En fait, il n'y a pas de lenteur générée. Même moi j'ai essayé d'ajouter ou d'enlever des centaines de lignes de code. Il n'y a pas de ressenti de lenteur. Donc grâce à ce système-là, a priori, on respecte les guidelines des stores, Play Store, App Store. Donc je vous ai mis dans cette presse, il y a les liens en fait des commits de modifications sur Flutter, c'est open source. Dans la version de Shorebird, on voit en fait, il y a surtout 2 gros commits où on voit les modifications qui ont été apportées. Il y a notamment le fameux compilateur Dart modifié. Donc on respecte les guidelines, donc on peut y aller, on peut installer Shorebird, on peut s'amuser. Pour l'installer, rien de particulier, je vous passe les détails, juste à savoir que c'est à partir de Flutter 3.10 pour Android et de 3.16.9 pour iOS que Shorebird supporte Flutter. Et ensuite, il y a une commande d'init qui va vous rajouter des fichiers, qui va vous créer un ID, etc. Et c'est là que je tente une démo. Donc ça me permet de vous montrer au passage, pas juste sur une capture d'écran, mais ce que j'ai rajouté en fait dans mon PubSpec. Donc j'ai juste un package Shorebird Code Push qui n'est pas obligatoire. Ça c'est si j'ai envie, je vous expliquerai tout à l'heure, d'afficher par exemple la version de mon patch. Et j'ai juste un fichier J'ai un fichier Shorebird qui est intégré à mon appli, qui est ici, avec un ID. Et c'est tout, en fait, c'est à peu près tout. Ce que je voulais vous faire comme micro-démo, c'était la démo de j'ai une appli buggée. J'ai mon compteur qui compte 4 par 4. C'est terrible. J'aimerais sauver mes utilisateurs en production, qu'ils aient une appli de compteur qui fonctionne. Je pose le micro de temps de faire un commit. Et on verra tout à l'heure si s'est passé des choses sur GitHub. Donc là, j'ai fait un push, moi, directement, qui va partir dans une CI. En local, en fait, on peut créer des releases. On est obligé de créer toutes nos releases avec Shorebird, du moment qu'on se met à l'utiliser, pour intégrer le moteur Shorebird dans toutes nos versions. Cette release part ensuite sur les serveurs de Shorebird. On peut faire un patch. Donc quand on fait un patch, on doit faire un patch pour chaque version qu'on veut patcher, forcément, parce que du coup, on doit prévoir que la diff de code qu'on veut intégrer, elle soit compatible avec chacune des versions qu'on a déjà sur les stores. Donc suivant la version des stores qu'on veut patcher, on doit créer des patchs pour chaque release. Plus on a de releases qui traînent sur les stores dans la nature en vieillissement, plus on aura de patchs à gérer.
On peut mettre des... Ça, c'est la version un peu brutale où j'envoie un patch en ligne de commande directement chez Shorebird. On peut avoir des patchs en staging avec une interface de validation que je vais vous montrer tout à l'heure. Et on a des commandes pour installer facilement des releases sur un téléphone. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que Shorebird, c'est juste un wrapper autour de Flutter et qu'on peut lui redescendre des commandes Flutter quand même en dessous. Avec un double tiret, on passe en fait les commandes classiques à la CLI Flutter. Et donc ça, je vous le montrerai aussi tout à l'heure si ma démo a fonctionné. On a une interface où on peut dire que tel patch passe en live, tel patch est en attente, avec une double validation pour être sûr que j'envoie bien, j'ai bien pris ma décision d'envoyer tel patch sur telle version, j'ai bien réfléchi avant de cliquer. Qui est important quand on fait une app industrielle. Ça, c'était sur un post, c'est bien gentil. Nous, on peut faire de la CI, donc on va pouvoir récupérer un token qu'on va pouvoir mettre dans notre CI et faire ça, par exemple, sur GitHub. Alors, beaucoup d'exemples dans leur doc sont sur GitHub ou sur CircleCI, je crois. Donc, il y a des templates tout faits, c'est vraiment très simple. Je peux vous remontrer les templates tout à l'heure si vous voulez. Côté Connect, nous on utilise plutôt du GitLab, donc on a besoin d'images Docker, on utilise MacStadium, donc on a des VM Mac qui tournent chez MacStadium. Du coup, j'ai open sourcé sur le GitHub SNCF Connect, si ça vous intéresse, une image Docker et un script de déploiement d'une VM sur MacStadium. Il n'y a rien de très compliqué en soi, c'est juste que voilà, c'est pas proposé aujourd'hui dans la documentation Shorebird et il n'y a pas tellement d'entreprises qui buildent sur GitHub finalement. Ça fonctionne, il y a des petits helpers pour analyser vos crashs sur Shorebird. Notamment, vous pouvez télécharger les fichiers décimes et les symboles pour analyser vos crashs et pouvoir les intégrer dans Firebase. Et donc, stratégie de mise à jour sans transition. Ce qui est intéressant avec Shorebird, c'est qu'il nous propose plusieurs solutions en fait, pour patcher nos applis. Donc il y a un mode manuel, un mode auto et il y a un mode avec notification. Donc tout ça, c'est un peu détaillé dans leur doc. Donc le mode auto, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Premier démarrage, vous n'avez pas de patch, ça se télécharge. Deuxième démarrage, s'il y a un patch disponible, votre utilisateur démarre sur le patch. Le mode manuel, c'est un mode où vous intégrez le package Shorebird Code Push. Et là, vous pouvez coder votre propre logique de téléchargement du patch. Vous pouvez dire sur plusieurs critères d'utilisateur, de téléphone, de version, ce que vous voulez. Vous demandez s'il y a un patch disponible et vous demandez le téléchargement uniquement sur vos critères. Peut être utile dans certains use cases où vous avez une base d'application et vous pensez que c'est plutôt des cas à la marge que vous aurez besoin de patcher sur certains types de devices, etc. Et on a aussi un mode notification. Là, c'est un peu un combo avec le mode manuel et ça vous permet en fait d'exploiter la possibilité de target des devices avec le système de notification. Vous allez envoyer une notif uniquement au device que vous voulez patcher. Donc vous combinez ça avec le mode manuel et il y a aussi un réglage pour le faire avec le mode auto. Ils ont prévu les deux. Et si vous utilisez le mécanisme de mise à jour forcée, par exemple, sur les Play Store, qui a été amélioré d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, ils en ont parlé à la Google I.O., évidemment, idéalement, il ne faut pas mixer les deux. Puisque si vous avez propagé un patch Shorebird, vous n'avez pas forcément de raison d'inciter votre utilisateur à mettre à jour son appli. En tout cas, a priori, il devrait la mettre à jour un jour ou l'autre. La mise à jour du store va peser plus lourd que le patch Shorebird en Dart.
Donc vaut mieux désactiver, faire du coup de la logique dans votre appli Flutter et dire je n'active pas la mise à jour native si j'ai déjà envoyé un patch Shoreburn. Ce package permet aussi de récupérer des infos comme le numéro de patch et ce qu'il y a un patch disponible au téléchargement. Donc ça vous permet juste de, si vous avez un endroit dans l'appli pour afficher du debug ou juste dans vos outils de monitoring, vous pouvez faire remonter ça. Et alors là, quelques mesures de l'overhead de Shorebird sur une appli. Alors ça, c'est des mesures sur Connect. En fait, pourquoi j'ai fait des mesures? Parce que Eric n'a pas donné de taille précise de Shorebird jusqu'à maintenant. Il a dit, j'ai pas pris le temps de mesurer, ça doit faire quelques mégas. En effet, ça fait environ 6 mégas. Ça, c'est sur un full APK, sur un FAT APK. A priori, vu que c'est essentiellement du Dart, il y a un peu de Rust. Probablement que dans un APK qui target une certaine architecture, ça sera un tout petit peu plus petit, mais pas certain parce que ça reste du Rust, donc ça compile derrière du C, tout, machin. Normalement, il n'y a pas une grosse différence sur l'APK final téléchargé sur les stores. Alors, est-ce qu'on a un patch? Alors, j'ai un patch, a priori, qui a été créé par ma CI GitHub. J'ai un patch en staging qui est apparu il y a 4 minutes. Je vais le déployer. Je vais revenir sur mon appli. Vous avez de la chance, aujourd'hui, ça fonctionne pas trop mal. Donc, je kill mon appli. Là, il me dit que j'ai une update available. Donc, il a dû la télécharger. Je suis toujours, malgré tout, buggé. Ce qui est normal, parce que là, j'ai démarré, j'ai téléchargé mon patch. Je la relance. Là, je suis sur le patch numéro 2. Patch numéro 2 parce que voilà, j'en avais un en staging, pas si vous avez vu tout à l'heure. Et là, j'ai plus mon bug. Et je ne suis pas passé par les stores. Je suis passé uniquement par le système de Shorebird. La démo a marché. Combien ça coûte? J'ai envie de dire, là où c'est malin, c'est que c'est chiffré au patch. Donc plus vous avez d'utilisateurs, plus ça coûte. Donc de base, pour 20 $ par mois, vous avez 50 000 patchs. Donc si vous avez 50 000 utilisateurs sur votre appli, vous avez un patch dans le mois pour 20 $. Quand vous avez des millions d'utilisateurs, ça monte à 2000, enfin c'est 2000, et après il faut les contacter pour négocier des tarifs plus avantageux. C'est très intéressant, enfin, ça se calcule. Et comme on peut faire du ciblage sur les utilisateurs, finalement, on peut je pense qu'on peut trouver des moyens d'optimiser pas mal le pricing. Les limitations. Alors ça a pas mal évolué ces dernières semaines. Il y a eu des annonces, il y a eu pas mal d'annonces. Il y a eu Shorebird 1.0 notamment. Donc il n'y a plus de problème de lenteur sur iOS. Ils avaient des problèmes pour n'avoir que la différence de code Dart interprété. Ils avaient 100% du code qui était interprété, donc ça faisait des ralentissements dans l'appli, c'est plus le cas. On ne peut toujours pas par contre patcher du code natif et on ne peut pas non plus encore avoir des ressources. C'est vraiment que du Dart, que du pur Dart. Par contre, si c'est du Dart dans un package tiers, c'est OK. C'est juste, il faut que ça soit que du Dart. Il y a de la signature depuis peu sur les patchs. Ce qui nous intéresse côté Connect, c'était un défaut qu'on avait sur le sujet. Et il n'y a pas encore de déploiement progressif, mais ça à la limite on peut pratiquement le coder soi-même en faisant un peu, en jouant un peu avec soit en mettant des règles métiers dans les applis, soit avec le système de notif.
Et il n'y a pas de on-prem aussi. Voilà. Ça peut être un blocage. Votre code ne part pas chez Shorebird, mais malgré tout, si Shorebird tombe, vous ne pouvez plus patcher. Bon, c'est pas dramatique, vous avez toujours les stores comme avant, mais vous reposez beaucoup sur l'infra de Shorebird, qui elle-même repose probablement sur l'infra de Google. J'espère. Enfin, j'espère. Je suppose, parce qu'Eric a travaillé là-bas. Donc, est-ce qu'on doit utiliser Shorebird? Est-ce que vous devez utiliser Shorebird? Ça dépend de si vous faites des releases souvent de vos applis. Si vous êtes capable de mettre en prod tous les jours ou 2 fois par jour, peut-être que vous n'avez pas besoin de Shorebird. Ça dépend si vos utilisateurs ont tendance à installer rapidement des mises à jour ou pas, ou s'ils ont tendance à laisser traîner les applis dans un état pendant 6 mois et de la rallumer au bout de 6 mois parce qu'ils ont désactivé les mages auto. Si vous avez une team qui gère la prod, comme c'est le cas chez nous, qui a déjà beaucoup d'outils, beaucoup de manipulations à faire, ça leur fait un outil en plus sur lequel il faut les former. Donc, ça dépend de chacun. Je pense que c'est quand même un outil qui peut être très utile pour sauver certains bugs, certaines situations. Faut faire attention au pricing. Et du coup, voilà, ça va dépendre beaucoup de vos façons de travailler, en fait, de votre rythme de déploiement d'appli. Et donc, maintenant, c'est considéré comme production ready pour iOS. Il y a un Discord qui est très sympa, où si vous voulez aller faire un tour, je vous recommande, et c'est rigolo parce qu'il y a Chris Sell, l'ancien PM de Flutter, qui a des discussions avec Eric sur la marque de thé préférée de Eric que Chris lui avait conseillé il y a quelques années. C'est très rigolo, mais il parle beaucoup de Shorebird, c'est très, très intéressant, ils sont très ouverts. Ça, c'est de la pub. Et à vos questions, et merci. Merci pour cette présentation. Moi, j'avais 2 questions. Il y a quelque chose que j'ai pas compris parce que tu as fait en fait une mise en production avec 2 étapes. Tu as poussé avec ta CI le patch sur le serveur et ensuite tu as été sur la console Shorebird. Est-ce que ça a moyen d'être automatisé? Il y a une API pour mettre en production le patch ou est-ce qu'il faut forcément passer par cette console? Alors non, là je suis passé par la console uniquement parce que j'ai mis mon patch en staging pour montrer qu'il y avait une capacité à faire de la rétention sur les patchs et dire je fais un go manuel. En fait, si j'enlève le staging dans la commande de build, d'ailleurs je peux vous la montrer, hein. Donc là j'ai la commande de patch, elle est ici. En fait j'ai un staging. Si ça je l'enlève, le patch il part aux utilisateurs dans la CI tout de suite. Ok, super. Et ma deuxième question, c'était sur le pricing. On voit que ça dépend du nombre de patchs. Si j'ai un pricing à 5000 patchs et que finalement sur mon appli j'ai 7000 utilisateurs, est-ce que aucun patch n'est livré en prod ou est-ce que ce sont les 5000 premiers utilisateurs qui ouvrent l'application qui sont servis? Enfin, comment ça se passe? Alors c'est une bonne question. J'ai pas la réponse exacte, mais je pense que simplement quand tu arrives à 5000, ça n'envoie plus en fait. Les devices vont interroger le serveur pour savoir s'il y a un patch, et le serveur ne va pas leur donner en téléchargement, il va leur dire bah non, tu n'as plus de slot de patch disponible, donc tu peux pas le télécharger, quoi. Ok, merci. Merci pour la conf, c'était super, ça donne plein d'idées. Moi, je me posais comme question, j'ai pas trop compris sur le cycle de vie de l'app. En gros, comme tu fais des patchs qui vont devenir de l'interpréter, enfin voilà, du just-in-time, et du coup, ce que je comprends pas trop, c'est est-ce que du coup tu peux pousser ton app sur les stores de temps en temps pour remettre à jour, pour avoir sur les stores un truc non interprété, tout en gardant ce côté patch pour éviter que à terme, au bout de quelques mois et quelques temps, en fait, tu finisses par avoir toute ton application qui est en interprété et perdre un petit peu en perf.
Oui, j'aurais dû remettre une slide là-dessus. Le design de Shorebird, c'est bien d'inciter à faire une release à chaque patch et donc d'envoyer cette release sur les stores. Parce qu'en effet, si tu augmentes, si tu mets toute ton appli en patch, au bout d'un moment, tu vas avoir trop de code interprété. C'est pour l'instant pas designé pour ça, oui, en effet. Ça risque de saccader ton appli en perf au bout d'un moment. Donc c'est vraiment du patch pour enlever un bug. Je sais qu'il y a des gens qui jouent avec et qui essayent d'envoyer des features. Déjà, c'est pas l'objectif de l'outil à la base. Et en plus, c'est dangereux parce que ça ne respecte pas les guidelines des stores. C'est-à-dire que ce que j'ai pas redit aussi dans les guidelines, c'est que normalement, on ne doit pas changer l'usage de l'appli. Et ajouter une feature, suivant la feature, on peut changer l'usage. Donc ça fait 2 raisons pour lesquelles il ne faudrait pas l'utiliser pour autre chose que du patching. Il faut bien faire des releases régulièrement. Merci beaucoup pour le talk. J'avais une question pour le suivi des patchs. Est-ce que sur l'interface, on peut savoir à combien d'utilisateurs on a délivré, si tous les utilisateurs l'ont installé, etc. Est-ce qu'il y a moyen de suivre ça? Oui, tout à fait. Il y a un truc là, Insight. Alors, c'est pas très développé encore. Je crois qu'ils veulent travailler dessus. Voilà, donc c'est assez basique pour l'instant, mais j'ai l'info que un device a installé le patch. Et on n'est pas capable de dire si c'est de l'Android, iOS, on ne sait pas. Alors si, parce que là, alors c'est pas des stats consolidés. Là, j'ai le patch que Android, c'est-à-dire que j'ai une release uniquement Android qui a été faite sur GitHub. Si j'avais fait une release iOS, j'aurais eu des insights à un autre endroit en fait. Et j'aurais eu probablement, alors je sais plus si c'est côte à côte ou là en dessous de l'autre, mais tu as des insights pour chaque OS. Okay. Et vraiment, ça c'est les insights pour cette release en plus. C'est-à-dire que si j'ai le même bug sur celle-ci, je suis obligé de faire un patch pour celle-ci aussi. Et pour l'instant, j'ai pas de vue qui condense toutes mes releases et tous mes patchs en même temps. Ça, je pense que c'est un truc sur lequel ils vont travailler, ou ils sont déjà en train de travailler dessus d'ailleurs. Voilà. Ok, merci. Et pardon, je me suis permis de prendre le micro à ma voisine. Merci pour le talk aussi. Et en parlant de choses qui sont en train de développer, est-ce que toi, tu connais un peu la roadmap de la solution? Est-ce que tu sais quelles sont les nouvelles fonctionnalités à venir ou des choses comme ça? Je m'en souviens plus, j'avoue. J'ai vu des trucs sur leur Discord, mais je pense qu'ils ajustent en fonction des demandes. De mémoire, ils veulent travailler sur le progressif. Là, dans leur roadmap court terme, c'était la signature de patch. Donc, ils viennent de la sortir. Je pense qu'ils vont bosser un peu sur du dashboarding et du déploiement progressif. Ouais. Mais je m'avance. Merci. Faut aller se balader sur leur Discord, c'est la meilleure source. Parfois, sur leur blog, ils mettent des infos, mais dans le Discord, il y a vraiment plein d'infos sympas. Okay, merci beaucoup. Ah oui. Oui. Ok, ouais. On-premise aussi, ouais. Et ça fait partie des demandes, je pense, de l'industrie, oui. Salut, merci pour la presse. Moi, je me posais la question, tu as dit on peut envoyer que du Dart dans les patchs. Est-ce que tu as des sécurités qui t'empêchent de pousser autre chose ou comment ça se matérialise? Est-ce que juste le patch n'est pas valide ou autre? Très bonne question, Florian Kaiser. Merci. Je n'ai pas montré ça non plus, mais en effet, quand on fait le patch, quand on build le patch, en fait, on a des warnings si jamais il y a dans la diff de code, il y a autre chose que du Dart. Pour l'instant, c'est juste un warning. En gros, ça vous dit, si vous voulez quand même envoyer ce patch, bonne chance à vous, quoi. Donc c'est possible de le faire, voilà, mais il faut maîtriser, quand il y a le warning, il faut être capable de maîtriser ce qui risque de se passer sans les morceaux de code ou les assets natifs qui ne seront pas présents, quoi. Ok, merci.
Merci pour le talk aussi. J'ai une autre question. Là, en l'état, tu n'as qu'un seul patch en live. Imaginons que ton app elle est en prod et que tu dois patcher 4 ou 5 fois entre 2 releases. Comment ça marche? Il compare ta version de release précédente et il applique tous les patchs successivement. Il prend que le dernier qui contient tous les enfants. Bonne question, Maxime. Normalement, il n'applique que le dernier, puisqu'il démarre sur la dernière diff de code, quoi. Donc chaque patch écrase le précédent. D'ailleurs, en fait, là, si je refais un patch dans l'interface, le patch 2 va passer en déprécie, en fait, quoi. Ok. Il prend toujours le dernier. Donc en gros, il faut que tes patchs successifs jusqu'à ce que ta release fonctionne embarquent tes trucs d'avant, quoi. Oui. Okay. Mais en fait, il va le calculer tout seul, puisque tu fais un patch par rapport à une release. Donc lui, il calcule toujours le delta de code par rapport à ta release initiale, à ta racine, en fait. Ouais, mais en fait, mon idée, c'était de se dire, imaginons tu fixes une partie de ton app, un écran, tu dois fixer un autre écran, manque de peau, tu as fait 2 patchs, le deuxième arrive après, et tu perds, entre guillemets, le fixe de ton premier, si tu n'as pas fait de release entre-temps. Ben non, ils vont se combiner du coup, parce que tu es obligé de construire ton patch sur ta release. Enfin, sauf si tu ne mets pas... Oui, je vois ce que tu veux dire. Si tu mets pas la diff de code dans le deuxième patch, oui. Et là, en fait, ma question, c'est surtout aussi, c'est de se dire, imaginons, en fait, tu disais que si le patch merde, pour une raison X, tu n'arrives pas à le télécharger, il repart sur sa dernière version qu'il connaissait avant, donc ta dernière release. Oui. Ou ton dernier patch, quoi. Oui. Mais imaginons que tu n'aies pas récupéré le dernier patch d'avant, potentiellement, si tu n'as pas remis ton nouveau diff pour patcher, en fait, c'est plus un... En fait, quand tu vas réaliser ton nouveau patch, il va pas rembarquer potentiellement ton diff précédent. Il va l'embarquer si toi tu l'as mis dans le dernier patch, quoi, oui. Donc mais logiquement, tu dois l'avoir mis, puisque tu dois avoir la diff de code précédente, tu dois l'avoir mis dans cette release-là, quoi. Elle doit être associée à la release, en théorie. Ouais. Après, le problème est plus humain que... Ok. Merci. Et oui, c'est un truc qui peut arriver. Vas-y, termine. Merci pour la présentation. J'avais une question durant la démo. Pour la prise en compte du patch, tu as dû killer l'app 2 fois. Est-ce que c'est juste pour la démo ou en réalité on doit vraiment killer l'app pour que le patch soit pris en compte? Non, il faut vraiment la killer, parce que c'est au démarrage que le patch est pris en compte. C'est pas à chaud. C'est vraiment, tu démarres, s'il y a un patch, il le télécharge, tu dois tuer l'appli et là tu démarres dessus. Ok, ça marche. Là, alors je sais plus ce que j'ai fait pendant la démo. Elle était peut-être déjà allumée en fait, mon appli. Oui, c'est ça. Pour ça, elle était allumée. Je l'avais allumée tout à l'heure, donc je l'ai tuée. Je l'ai rallumée parce que c'est uniquement au démarrage. Je l'ai rallumée pour qu'il constate qu'il y a un patch et qu'il le télécharge. Je l'ai tué. J'avais le patch. Tu pourrais avoir un espèce de cron en tâche de fond qui tourne, vu que tu as accès au package, pour vérifier régulièrement s'il y a des patchs, pour éviter d'avoir le fait de devoir killer pour que l'appli aille chercher le patch. Par contre, dans tous les cas, il faudra tuer l'appli pour que ça démarre sur le patch. Pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Mais il faut tuer l'appli volontairement. C'est l'utilisateur qui doit vraiment killer l'app. Oui. Pour l'instant, oui. Est-ce que du coup, est-ce que c'est quelque chose que font souvent les utilisateurs ou pas? En tout cas, le système va la tuer au bout d'un moment si tu t'en sers pas. Ouais. C'est une bonne question. En tout cas, dans le design, ça a été fait pour pas perturber l'utilisateur, pour que ça soit transparent pour lui. C'est vrai que si tu as des utilisateurs qui réussissent à garder en tâche de fond une appli indéfiniment, ils n'auront jamais le patch, oui. Ok, ça marche. Sinon, il faut faire, oui, je sais pas, je pense qu'en forçant, je sais pas, c'est une bonne question. Très bonne question. À poser sur leur Discord, est-ce que tu peux forcer de rebooter carrément le moteur Flutter ça serait un peu violent, hein, mais faut reboot tout Flutter en fait pour avoir le patch, quoi. Parce que du coup, l'intérêt du patch, c'est de gagner du temps. Oui. Et du coup, je me dis, si l'utilisateur ne kill pas l'app,
et la kill au bout de 2, 3, 4 jours, ou fait une fois par semaine, il fait un nettoyage, en fait finalement le gain de temps, on le perd. Oui, tout à fait. Mais dans ce cas-là, il aura fait sa mise à jour au pire, et dans tous les cas, il aura eu la bonne version. Tant pis, il n'aura pas utilisé le système de patching, cet utilisateur-là. Ok. En fait, il faut garder en tête que tu auras le même problème si tu l'as passé, si t'es passé par le store, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Ok, merci. Ouais, juste pour compléter, peut-être avec le truc de notif, tu peux t'en sortir en l'incitant à qu'il est là et en redémarrant. Et j'avais juste une dernière question rapide. Là, tu vois des patchs, mais ils sont pas basés sur une release. Et bien souvent, comme on disait, en fait, tu fais ton patch sur ta release en cours, mais les gens, imaginons, ils ont encore des vieilles versions de ton app. Pour cette version-là, tu avais fait un patch, parce que voilà, et jusqu'à ce que tu déclares une nouvelle release, tu es capable de les gérer par release, ces patchs-là, et en garder des actifs si jamais le mec, la personne n'a pas la bonne version du patch pour ton truc. Un patch est toujours associé à une release. Ouais, mais imaginons alors, t'as ton app, elle est en version 1. Tu as fait une release en version 1. Oui. La vie a évolué, tu es en version 100, et ton utilisateur, il est toujours en version 1, parce qu'il n'a pas mis à jour son appli. Oui. Tu avais multiplié les patchs pour lui permettre d'avoir un truc jusqu'à publier sur les stores. Là, en l'état, tu as publié un patch pour ta version 100. Est-ce que l'utilisateur en version 1, il a encore accès au patch pour avoir une appli qui tournerait dans l'état du 1, même si toi, potentiellement, côté back, il s'est passé plein de trucs, ça marche plus. Mais tu vois, genre, tu as une ou deux versions d'écart, la personne n'a pas mis à jour le truc, tu es censé avoir un peu de rétrocompatibilité, et est-ce que tu as quand même les patchs ou pas? Ou c'est vraiment... La version 1, elle n'aura pas les patchs de la version 100. Il faudra refaire des patchs pour la 1. Tu peux garder quand même des patchs de la version 1 et des patchs de la version 100 qui tournent en même temps ou pas? Ah oui, ils sont... Là, tu vois, j'avais une autre version pour une autre démo. Ok. Ils sont toujours là. Il y en a un qui est live, il y en a un qui est en attente. Ok, cool. Il y en a un qui s'est fait désactiver parce qu'il y avait un autre live qui est passé avant. Et d'ailleurs, là, j'en avais un qui n'a jamais été déployé. Je ne peux plus le déployer parce que j'en ai un autre qui est arrivé depuis, quoi. Et si j'active celui-là, normalement, ça va déprécier. Voilà, l'autre passe en inactif parce que c'est toujours le dernier. Et ils sont tous liés à la release. Et ils sont, a priori, pour l'instant, il n'y a pas de limitation dans Shorebird pour dire je vais vous supprimer vos patchs parce que vous en avez trop. Peut-être qu'ils le mettront dans le pricing à un moment. Bien joué Adrien, tes collègues t'ont pas bloqué, chapeau. Merci pour le talk. Pensez bien sur l'app, il y a un open feedback. Faites un feedback, ce sera cool pour lui. Et c'est la pause déjà. On a du café là pour 15 minutes en bas. Allez voir nos sponsors, allez prendre un café, viennoiserie, jouer au jeu de Yann. Et on se retrouve à 11h. Voilà. Merci.